Bonjour à tous. On continue notre série thématique sur l'agroforesterie avec le projet européen Agroforestry for Europe. Aujourd'hui, je vous emmène sur un domaine viticole, le domaine de Scamandre, situé dans le Gard, entre Arles et Montpellier. Nous allons rencontrer Franck Renoir, qui fait de l'agroforesterie depuis 2012. Il va nous parler des différentes formes que prend l'agroforesterie sur ces terres, des haies, des zones de biodiversité, des arbres isolés en intraparcellaire et des oliviers en interrang. Bon visionnage à tous! Bien, bonjour, je m'appelle Franck Renoir et je suis copropriétaire d'un domaine viticole tout au sud de la vallée du Rhône à Vauvert. En fait, on est entre Vauvert et Le Queslart. On a nos parcelles qui se partagent entre ces deux communes. Et Vauvert, donc, c'est le sud de la vallée du Rhône. À notre ouest, nous avons la fin de la vallée du Rhône. La vallée du Rhône commence à Lyon, en dessous de Lyon avec les Côtes-Rôtiers, ça va descendre avec toutes les appellations, les Gigondasques, les Vaqueiras, les Châteauneuf et tout ça. Et puis ça finit, ici c'est le territoire des Costières de Nîmes. Alors nous ne sommes plus dans l'appellation Costières de Nîmes pour plein de raisons. En fait, nous avons beaucoup de cépages et c'était difficile de faire entrer dans l'appellation. Mais c'est la partie des Costières de Nîmes. Et derrière nous, c'est la fin et on va commencer dans l'appellation Languedoc. Donc c'est un terroir de galets roulés, de pierre, d'argile, assez typique. C'est le terroir qu'on imagine à Châteauneuf-du-Pape. Il se poursuit jusqu'ici avec les alluvions très très anciens du Rhône, il y a très longtemps. Donc c'est un sol argileux, caillouteux. Donc c'est un sol de... Alors ici on a la particularité d'avoir de l'argile et des cailloux, des grès, et on a 18 mètres d'argile sous les pieds. C'est-à-dire que quand on a créé le domaine, puisqu'on a créé de toutes pièces, il n'y avait rien, il n'y avait pas un arbre, il y avait quelques vieilles vignes, mais il n'y avait rien du tout. Et donc on a fait des forages pour l'eau, notre eau à nous et l'eau de travail. Et on a dû forer jusqu'à 90 mètres. Et donc on a fait l'analyse sur 90 mètres, et sur 18 mètres c'est de l'argile. Ce qui fait que si on a la chance d'avoir des pluies l'hiver, généralement on peut passer l'été de façon assez facile, en tout cas pour les vieilles vignes. Les jeunes vignes, c'est plus difficile, mais sur les vieilles vignes de 60 ans, 40 ans, voire 100 ans. Et parce qu'elles sont descendues assez profondément pour aller chercher leur eau par elles-mêmes. Et en 2006, par exemple, il n'a pas plu entre 2 février et 25 août. Et le 2006 reste frais et malgré tout n'était pas du tout asséché. Alors les vignes, évidemment, vont souffrir un peu de stress hydrique, mais on a un terroir qui est très, très favorable à la vigne. Très, très bien. Vous avez quoi comme pluviométrie en moyenne? Alors nous on a commencé le domaine il y a 21 ans, première vendange 83. Quand on est arrivé, il y avait à peu près 700 mm par an, constant, avec des épisodes cévenols monstrueux, comme en 2004, où il a plu 600 mm en 2 jours. Donc là, c'était incroyable. Et maintenant, la pluviométrie est vraiment en train de s'espacer. On est entre 500 et 600 mm, ce qui commence à se faire ressentir. On commence à ressentir le dérèglement climatique. Nous sommes une exploitation essentiellement viticole. Nous produisons du vin et nous avons aussi des oliviers. On a 500 oliviers et puis quelques fruitiers, mais juste pour la consommation personnelle. Nous avons des ruches aussi. Et nous avons en totalité 30 hectares. Et il y a 12 hectares pour le vin. Et le reste va être donc réparti avec les oliviers. Et puis nous avons aussi des jachères, des parties qu'on ne touche pas pendant 1 an ou 2 ans. Et puis après on fait tourner. Ça c'est pour avoir des criquets pour les oiseaux. Et des sauterelles, ça peut vous paraître bizarre, mais en fait les oiseaux ont besoin pour les petits de leur donner des protéines. Et à un moment, on n'avait plus sur le domaine, on ne voyait plus de sauterelles. Et donc, on a décidé de laisser des parties où on ne touche pas du tout. Et quand vous baladez dedans, ça saute de partout. Et donc, je pense que les oiseaux sont contents avec ça. Voilà. Et donc, on a 12 hectares de vignes. On fait du blanc, du rouge et du rosé.
Et c'est un peu particulier, ce qu'on fait vraiment de l'ultra parcellaire, puisque la plus grande parcelle fait 0,7 hectares. Et on a des parcelles de 0,3, entre 0,3 et 0,5 en moyenne. Et on a 10 cépages en blanc et 7 cépages en rouge. Donc on a vraiment, on a certaines parcelles qui ont fait des vinifications des blancs et des rosés en barrique par exemple. Et on a une parcelle qu'on appelle les 4A avec Arvin, Altesse, Assyrtiko et Albarreño. Et chacune va faire 1 à 2 barriques seulement. Et après on va faire des assemblages et on essaye de répartir entre un vin plutôt gastronomique et un vin plutôt des vins plus faciles à boire, on va dire. Alors sur le domaine, c'est un domaine qu'on a créé avec mon épouse Nadine et un associé œnologue qui est la tête pensante de l'œnologie. Mais bon, on est une famille, nous sommes une famille tous les trois. Et lui maintenant travaille à Bordeaux, il est sur Libourne, il conseille beaucoup de domaines là-bas. On a notre gendre qui est rentré dans la société, qui est sommelier de formation, qui fait toute la commercialisation sur Paris, mais qui pendant l'été fait les vinifications avec nous. Nous avons quelqu'un qui s'occupe de nos tourismes, des réceptions, accueillir les gens, les balades dans le domaine, et puis une secrétaire comptable. Et comme on vendange tout à la main et tout est fait à la main, nous avons aussi des personnes qui viennent. Hier, il y avait 14 personnes pour la vendange d'une des cuves. Voilà. Donc ça fait pas mal de monde pour un petit domaine. Alors on a salariés à l'année, hormis on va dire la famille, il y a... alors on a un maître de chai en plus, mais là qui nous a quittés malheureusement tout au début des vendanges. Donc ça a été un peu compliqué cette année 2024. Et on a un maître de chai, on a l'œnotourisme, la secrétaire et une personne sur le tracteur qui s'occupe de la partie végétale. Donc on a 4 salariés sur le domaine, plus les personnes qui viennent. C'est une petite exploitation, mais encore une fois, comme on fait essentiellement à la main, on a construit le bâtiment de telle manière qu'on ne puisse pas rentrer une vendange à la machine. On ne peut pas le faire. Donc c'est vrai qu'il y a des fois, on se dit ça serait quand même bien, on passe la machine, on n'en parle plus, et ben on ne peut pas le faire. Donc on est obligé de vendanger à la main, ce qui n'est pas toujours simple maintenant, mais voilà. Et donc on essaye de développer cette culture, de perdurer en tout cas cette culture viticole. Le domaine, nous l'avons créé en 2003. Un peu sur un coup de tête, sur un pari. On avait eu un dîner avec un ami peintre qui s'appelle Pierre-Marie Brisson. On était chez lui et un soir on s'est dit tiens on va faire du vin. Alors c'était un peu donné dans l'air. Bacchus nous a aidés à prendre la décision et le lendemain ma femme croisait les doigts pour que j'ai oublié, mais je n'avais pas oublié. En fait c'est pas un rêve, c'est une nécessité, parce que moi j'avais un métier dans la santé sur Paris. Et donc on a créé ça de toutes pièces, de zéro. Ça n'a pas été simple. Je vous avoue que maintenant on est fiers de faire visiter notre domaine et tout est en gros à sa place, mais ça a été très très difficile. Très difficile. On ne s'attendait pas à cette galère voilà, de cette création de toutes pièces, de zéro. Avec évidemment pas trop d'aide. On est les Parisiens qui viennent, enfin c'était pris comme ils viennent avec leur hobby, alors que c'est un projet qui est extrêmement sincère, réel et je pense qu'on est bien réfléchi et qui est fait pour perdurer, pour être transmis, j'espère, à nos petits-enfants, enfants et petits-enfants, j'espère. Si le climat le permet. Bon, moi je suis un scientifique par ma formation initiale, donc c'était assez facile de comprendre, de lire et de comprendre. Et puis Stéphane Beuret, notre associé œnologue, a été une encyclopédie dans le domaine. Et donc on a passé pendant, je sais pas, peut-être 15 ans, tous les matins à 8 h, on se téléphonait pendant 20 minutes ou une demi-heure, et puis on débriefait, et voilà. Voilà. Donc je ne vais pas dire que je suis un expert en viticulture, là, vraiment pas. Mais bon, j'ai maintenant quelques notions avec le temps.
Et puis c'est un travail, on travaille en équipe, ça c'est extrêmement important. Maintenant on dit que c'est horizontal. Alors en fait c'est juste que tout le monde a le droit à la parole, que tout le monde peut participer et participe aux prises de décision. Quand on doit prendre des décisions importantes, tout le monde a son mot à dire et c'est un peu communautaire comme on disait de mon temps. Maintenant je ne sais pas comment on dit, mais à l'époque, voilà, moi je suis pas 68, c'était communautaire. Non mais voilà, on travaille en communauté, on prend les décisions. Il n'y a jamais de décision dans l'instant à prendre dans les 10 secondes. Donc on prend les décisions réfléchies sur l'évolution du domaine, sur les cépages à mettre, sur les cépages à retirer. On a des vieilles vignes qui sont merveilleuses émotionnellement, mais bon, qui commencent vraiment à être fatiguées. La décision de dire est-ce qu'on les retire, est-ce qu'on continue, tout ça c'est vraiment des décisions qu'on prend collégialement. Il n'y a pas de chef et à la fin il y a souvent un consensus qui se met en place. Alors nous on est parti de zéro, c'est-à-dire que nous sommes partis de zéro. Là autour de nous il y avait rien, il y avait des vignes. Là où on est, la forêt, c'était une vigne qui était vraiment en très mauvais état, puisque c'était l'agriculture autour de chez nous. Quand on arrivait à 20 ans, c'était encore l'agriculture très traditionnelle, chimique. Les sols étaient gris. Il y a une parcelle qu'on a travaillé au cheval pendant 7 ans pour voir comment ça marchait. Mais quand je vous dis au cheval, on faisait tout au cheval. On faisait le travail du sol, on faisait les traitements, on avait essayé avec des moteurs thermiques, avec des moteurs électriques, enfin, on faisait les vendanges à cheval. Donc c'était interdit de rentrer avec autre chose qu'un cheval. On a fait pendant 7 ans, puis au bout de 7 ans, d'abord ça coûte une blinde. Je pense que la mode du cheval, a vu la crise viticole, va un peu passer. Et puis les résultats réels, on a compté les vers de terre, c'était pas aussi significatif que ça, le travail du cheval. Donc on avait quelques vieilles vignes, mais sinon il n'y avait rien du tout. Et on a pu comme ça créer notre domaine de zéro avec, je pense, un équilibre qui se ressent entre cette forêt, cette mini-forêt qui fait 1 hectare qu'on a créé de toutes pièces, qui est un peu au centre du domaine, les pâtures, les jachères, les pâtures pour les chevaux. On a pu, avec les pierres du pont du Gard, les pierres de verse, ces grosses pierres qui font 2 tonnes, on a pu créer aussi des espaces. Voilà, donc c'est un projet absolument fantastique. C'est complètement con, je peux avouer. Je ne vais pas essayer de vous le justifier. Il n'y a aucune justification. C'est complètement con de faire ça. Mais si c'était à refaire, évidemment, je le refais tout de suite, sans hésiter. La forêt, c'est notre premier pas dans l'agroforesterie. On a commencé donc en 2007, on a planté cette forêt. On a planté des tiges, hein, tout a été fait à partir de tiges, à part quelques très vieux oliviers que je pourrais vous montrer qu'on a récupérés, mais sinon tout est parti à la base. Et l'idée initiale, c'était on s'était dit tiens, on va faire un peu de truffes, voilà. Et puis très vite, faire des truffes, c'est compliqué. D'abord, le terroir n'est pas idéal, c'est un peu trop acide. C'est très compliqué, c'est gourmand en eau. L'eau chez nous, c'est un problème majeur, ça va être le problème de la décennie qui vient. Et puis si jamais on veut une truffe, on va chez le marchand, on achète une truffe et ça vous coûtera moins cher que tout ce truc à faire pour essayer d'avoir 3 malheureuses truffes sur votre domaine. Et en fait, très vite, on s'est dit on va la laisser se développer par elle-même. Et donc maintenant, on a des chênes, on a 2 types de chênes, on a des tilleuls, on a quelques cerisiers qui sont pas très à l'aise ici. C'était pas forcément une bonne idée d'avoir mis des cerisiers ici. Je sais qu'il y a des cerisiers autour de chez nous, où il y a de la culture de cerisiers, de l'arboriculture, mais comme ça en être isolé, c'était pas idéal. Et donc maintenant on la laisse se développer. Vous avez quelques sapins qui viennent par-ci par-là, pas mal d'oliviers aussi qui sont en train de se planter tout seuls. Donc voilà, et c'est le centre et là c'est mon endroit préféré. Je vous avoue, quand je me balade là, se dire waouh, on a fait une forêt, je trouve ça exceptionnel.
Et là aussi, c'est totalement irrationnel, mais ça s'explique pas, c'est trop bien. Maintenant, on ne fait plus d'entretien du tout. Il y a, à part les tilleuls qu'on peut arroser en début d'été quand vraiment ils sont malheureux, parce qu'on avait un système d'irrigation qu'on n'utilise plus, mais vraiment on la laisse et c'est un fourmi d'oiseaux, de lapins, un peu trop de lapins. Chez nous, c'est un vrai problème, le lapin. Ils sont en train de nous déstabiliser les murs posés, là, ils font tellement de trous en dessous que les murs sont en train de bouger. Donc ça, mais bon, c'est comme ça, on peut pas, vous pouvez pas tout diriger. C'est-à-dire, vous pouvez pas dire, tiens, je vais faire une forêt, je veux que des oiseaux, puis les lapins ils viennent pas. Non, c'est pas possible. Voilà. Il y a des renards aussi, de temps en temps, on les a vus. Voilà. Et puis, par chance, on n'a pas beaucoup de sangliers. On sait qu'ils sont passés quelques fois, mais ils sont plutôt à 3-4 km. Voilà, et quand on a commencé à planter les haies, ils sont venus un peu chercher l'humidité, ils nous ont déterré quelques mètres, mais pour l'instant, ce n'est pas un gros problème pour nous, les sangliers. On ne fait pas du tout de taille d'entretien, c'est-à-dire que ça, on me l'a recommandé plusieurs fois de tailler, en particulier en bas pour la faire monter, mais bon, les animaux, quand ils ont besoin de se cacher, ils ne vont pas monter aux arbres. Et donc, peut-être qu'il faudrait le faire, mais c'est à l'encontre de l'idée de cette forêt. Voilà, il faut accepter à un moment donné de ne pas avoir la main sur tout. C'est pas important. Il faut avoir la main sur plein de choses dans un service agricole, mais pour nous, pour ça, c'est le plaisir supplémentaire et je crois qu'il faut la laisser faire. Alors, on travaille avec Agrouf, je vous en reparlerai. Et bon, ils nous ont plusieurs fois proposé de tailler pour faire des grands arbres, choisir quelques arbres, de les tailler de telle manière que ça devienne des arbres imposants. Pourquoi pas? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faut qu'on en fasse. Ce n'est pas la priorité. Il y a tellement de boulot à faire que ce n'est pas la priorité. Alors le sol, au début, on tondait, on passait le giro et maintenant on ne le fait plus. Alors c'est un risque parce que évidemment en fin d'été c'est sec. C'est assez haut, c'est assez dense, c'est sec. Il suffit avec un instrument, vous pouvez mettre le feu. Il peut y avoir quelqu'un qui jette un mégot à l'autre bout qui met le feu. C'est un peu un pari. Sur les quelques jachères qu'on a, on les garde le plus longtemps possible pour les insectes évidemment et pour les abeilles puisqu'on a des ruches. Mais à un moment donné, là on a pris la décision de passer le gyrobroyeur pour le risque incendie essentiellement. Parce que là c'est trop risqué. Il y a 7-8 ans, il y a eu 600 hectares qui ont brûlé, pas très loin de chez nous. Il y a un des avions, un des Canadair qui s'est crashé. Enfin, c'était vraiment, ça s'est arrêté pas très très loin de chez nous. Et le feu passait par les fossés. En fait, il a allé, comme les fossés n'étaient pas entretenus, vous aviez des couloirs de feu et qui relançaient à un autre endroit. Donc ça, il faut en être conscient. C'est à contre-cœur. Parce que quand vous passez le giro et que vous voyez tous ces animaux qui sautent, les grillons, les criquets, les mantes religieuses, c'est vraiment un contre-cœur, mais bon, il faut savoir trouver l'équilibre voilà, qui prend le moins de risques. Parce que si jamais vous ne le faites pas et que ça brûle, il n'y aura plus rien. Hein. Les criquets, les grillons, ils n'auront même pas d'endroit pour se sauver, ils vont tous cramer. Donc, voilà. Mais la forêt, pour l'instant, on n'y touche pas. Donc ça, c'était de l'agroforesterie sans le savoir. Et puis en 2007, j'ai rencontré une personne qui était maraîchère en Normandie, Charlotte, et qui me parle d'agroforesterie. J'avais jamais entendu parler, je ne savais pas ce que c'était. Elle me cite Agrouf, la SCOP, Fabien Liagre, et j'achète son bouquin. Et ça m'a paru une évidence. En fait, nous on est en bio sur le domaine, et le but du bio, c'était pas de sauver la planète, c'était pas du tout dans cette démarche, c'était de se dire, si on veut faire notre vin à nous, il faut que le sol soit le plus équilibré possible. Alors on parle maintenant des sols vivants, des sols morts, ça n'existe pas. Enfin, à part de mettre des produits, des hydrocarbures, verser une cuve, le sol il n'est jamais mort, mais il est déséquilibré.
Et un sol équilibré, c'est un sol où vous avez, un équilibre entre les champignons, les bactéries, les petits animaux, les nématodes, etc. Et pour ça, il faut éviter de mettre des produits chimiques. Si vous prenez des antibiotiques contre votre mal de gorge, vous allez quand même détruire votre flore intestinale. C'est pareil, on va mettre des produits chimiques contre les quelques adventices, les mauvaises herbes qui nous embêtent. Et à côté de ça, on va quand même détruire sur plusieurs centimètres ou dizaines de centimètres, en tout cas peut-être pas détruire complètement, mais limiter le développement de la vie microbienne, et la microflore du sol. Et ça, c'est devenu tout de suite une évidence. Si on veut faire notre vin à nous, qu'il soit bon ou pas, ça c'est votre goût, vous le goûtez, ça vous plaît ou ça vous plaît pas, c'est une autre chose. Je ne parle pas de bon vin, je parle de notre vin, notre terroir. Il faut que le sol soit le plus équilibré, qu'on mette le moins de choses dedans. Ça, c'était notre démarche sur le bio. Arrêter de mettre donc les désherbants, les pesticides, les herbicides et tout ça. Et l'agroforesterie dans sa démarche, avec les racines qui vont décompacter le sol, avec les racines qui vont participer à la biologie du sol, avec les feuilles qui vont tomber, avec les oiseaux qui vont pouvoir venir, avec les chauves-souris qui vont pouvoir rentrer dans les parcelles pour aller manger les insectes, et donc on va diminuer encore une fois les traitements et tout ça. Ça m'a paru être assez logique. Alors maintenant, entre la logique et la réalité, il y a un monde. C'est pas parce que ça paraît bien que c'est bien. Ça, c'est le scientifique qui vous parle. En biologie humaine, c'est pas parce que les choses paraissent évidentes que ça va marcher. Vous pouvez avoir des contre-effets, comme les gens qui se sont bourrés de compléments alimentaires. On sait très bien que ça a des problèmes sur l'hypertension. En fait, c'est pas l'équilibre, c'est quelque chose de très subtil. Et donc, après, il fallait avoir la preuve de l'efficacité de l'agroforesterie. Eh bien, je ne l'ai pas. Je vais vous dire aujourd'hui, ça fait presque bientôt 20 ans, 15 ans, je ne l'ai pas. Ce qu'on est sûr, c'est que ça a amené les oiseaux. Alors ça, je ne peux pas vous les compter, mais il y en a énormément et beaucoup d'espèces différentes qui sont venues. On a des lézards, je pense qu'on n'avait pas avant, on a des serpents, on a retrouvé une peau de serpent d'1,50 m, une couleuvre, donc pour qu'elle soit là, il faut qu'elle se plaise et il y a un environnement. Sur le goût du vin, honnêtement, je pense que il n'y a pas de différence, ça ne change rien. Ça, ce n'est absolument pas scientifique. Depuis 2 ans, j'ai la sensation que ça sert à quelque chose. Vous voyez, avec les sécheresses, avec tous ces épisodes-là, j'ai la sensation qu'il y a un truc. Quand je vois les vignes, en particulier là où on a planté des arbres à l'intérieur des vignes, je sens. Mais ça se trouve, c'est ce qu'on appelle un biais de confirmation. Vous cherchez les informations qui vous plaisent et vous ne regardez pas ce qui ne marche pas. Voilà, c'est possible que ce soit ça. Et donc, en 2012, on a planté des arbres. On a commencé à planter des haies. C'était avec la Fondation Yves Rocher et la Fondation de France. Donc ils ont fourni les arbres. C'était petit au début, on avait une 40aine d'arbres. Et sur la haie, je ne me rappelle plus combien. Puis après, on a fait un petit stop parce qu'on avait d'autres choses à régler dans le développement du domaine. On a vraiment repris vers 2016, où là, on a commencé à planter des haies. On doit être à pas loin d'1 kilomètre de haies, je pense maintenant. Et il y a 4 ans, on a planté 1700 nouveaux arbres et arbustes. Voilà, sur un projet qui a été cofinancé par la région et puis cofinancé par des partenaires au sein d'une structure que Agrouf a montée qui s'appelle 20 000 pieds sur terre, où vous avez des industriels, des sociétés qui peuvent investir et pour le développement agroforestier. Et donc nous, on a fait appel à des gens qu'on connaissait et qui ont cofinancé, parce que nous, on a financé aussi. Je ne voulais pas que ce soit complètement sponsorisé par l'extérieur. C'est une démarche personnelle. Nous devions être impliqués dans cette démarche.
Et donc on a cofinancé la plantation de 1700 arbres. Ça a plutôt pas mal marché. Et l'année dernière, on a remplacé les manquants, parce qu'on a eu 241 manquants qui sont morts. Il faut dire qu'ici, quand il fait chaud, il fait chaud. Et c'est pas qu'un problème d'irrigation, c'est quand vous avez le soleil qui tape très fort, les jeunes pousses peuvent mourir par dessèchement extérieur. Et voilà, et donc on doit être à 2500 arbres qu'on a plantés. Sur le domaine, quand on compte tout, entre les oliviers, la forêt, les haies, une zone qu'on appelle les oasis de biodiversité, où en fait on s'aperçoit que pour les animaux, il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de très touffu sur une très, très large surface, mais vous avez des petits oasis dans lesquels les animaux vont pouvoir se déplacer et créer leur chemin. Donc on a commencé à planter, je vous montrerai, un endroit qu'on appelle le Laquais. On a planté une dizaine d'oasis qui commencent à... Bon, c'est tout petit, hein, ce sont des bébés, mais dans 10 ans, je pense que ça sera magnifique. On a limité au sud avec une double haie. Idéalement, il faudrait mettre trois rangées d'arbres et d'arbustes. Ça, c'est le top du top, ça fait des arches et pour les animaux, c'est vraiment idéal. Bon, c'est compliqué pour le coût, c'est compliqué pour l'entretien et c'est compliqué pour la surface au sol, évidemment, puisque vous avez à peu près 1 mètre entre les deux. Donc, vous voyez, ça fait un bon 2 mètres plus la marge avec le voisin. Enfin, il vous faut 4 mètres pour le faire, quoi. C'est beaucoup. Donc, on a une double haie au sud et puis au nord, on a fait 600 mètres de haie, plus l'oasis. Pour nous, c'est une évidence, les arbres. C'est-à-dire que c'est contraignant. Je vous montrerai, parce qu'il faut c'est pas le tout de planter puis de partir, il faut les entretenir. Surtout les jeunes. Évidemment, vous les arrosez, vous avez des adventices qui vont se mettre à la place et qui vont leur manger la gamelle. Hein. Donc il faut y passer. C'est long si vous avez 200 mètres de haies à faire à la main, parce que vous avez un paillasson. Hein. Donc si vous passez avec n'importe quel engin, vous allez tout détruire. Il faut les arroser. Le truc de dire ça s'arrose pendant 2 ans et puis après ça va tout seul, ça j'y crois pas du tout. Chez nous, j'y crois pas. Si vous les arrosez pas régulièrement, même après quelques années, ça végète. Et nous, on a des haies qui ont végété pendant des années. Le jour où on leur a mis l'eau, elles se sont explosées. Voilà. Alors je sais qu'il faut les laisser aller chercher leur eau, tout ça. Ça, c'est de la théorie. En pratique, il faut prévoir des systèmes d'irrigation. Parce que irriguer au tracteur, on a des endroits qui ne sont pas irrigables. On le fait au tracteur avec une canne et arroser pied par pied. C'est du temps, vous n'avez jamais le temps pour ça, c'est jamais la priorité. Et puis vous avez les arbres qui vont dépérir. Et voilà, donc je vous montrerai la difficulté d'entretien. Mais c'est comme ça. Si c'était simple, ça se saurait. Si l'agriculture était simple, ça se saurait. Faites de la vigne, c'est pas simple. Voilà. Et on accepte les contraintes de la vigne parce que notre mission, c'est de produire des raisins pour faire notre vin. Et voilà. Et l'agroforesterie, quand on l'a comprise dans son importance de l'équilibre du domaine, ça fait partie des contraintes. Voilà. Le souci, c'est que ça n'a pas d'effet immédiat. Comme je vous disais, est-ce que ça sert sur la qualité de vin? J'en sais rien. Et je ne suis pas sûr qu'un jour on le sache. Mais ce que je ressens, je n'ai aucune preuve, c'est que ça va nous permettre d'affronter le dérèglement climatique de façon plus efficace. Je le ressens. Je vous dis, il y a des signes, ça s'appelle des signaux faibles. Et en fait, il y a des trucs que vous marquez dans votre cerveau, mais vous ne pouvez pas les décrire. Vous ne savez pas pourquoi. Mais il y a des trucs qui... Voilà. Peut-être l'évolution de la vigne qui résiste bien, alors qu'avant elle était plus... Enfin, elle subissait plus l'humidité, j'en sais rien, je ne sais pas. Et ce qui est sûr, c'est imaginez que ça ne sert à rien. On a planté tous ces arbres, ça ne sert à rien. C'est nul, et même c'est un effet négatif. Un jour, vous prenez une tronçonneuse, vous virez tout, c'est fini.
imaginez que ça serve et que ça va avoir un impact positif. Ce dont je suis persuadé, mais j'ai aucune preuve pour vous l'affirmer. C'est pas dans 10 ans qu'il faudra se poser la question. Vous avez des régions de France où on ne peut plus planter les arbres. Dans l'autre, par exemple, vous avez des endroits où il y a tellement de sécheresse que c'est fini. Les programmes agroforestiers, c'est terminé. Vous ne pouvez plus le faire, c'est trop tard. Parce que les petits plants, vous ne pouvez pas aller les arroser pour peu que vos parcelles sont à 3 km de votre ferme, comme ça arrive souvent. Hein. Nous, on a la chance d'avoir tout autour de la maison, mais comment vous faites? Vous prenez votre tonne à eau et vous allez les arroser, c'est mort. C'est mort. Donc, et puis si vous n'avez pas un peu d'humidité dans le sol, avec la chaleur, avec la cagne qui tape ici, voilà. Donc je pense que c'est l'urgence, c'est de les planter maintenant. Et voilà, quand ces arbres-là, voilà, qui ont maintenant une quinzaine d'années, ont des troncs de 20-25 cm, je pense que ces arbres, voilà, ils sont capables déjà d'affronter un peu. Et dans 10 ans, ils vont être encore plus capables d'affronter. Mais mettre des tiges dans 10 ans, si vous êtes à 400 mm d'eau par an, où vous avez le Barrône qui est difficilement accessible, parce que l'étiage du Rhône est en train de descendre, les glaciers disparaissent les uns après les autres, ça c'est de la donnée scientifique, c'est pas une hypothèse de travail, c'est en train de ça se passe. Tous les modèles de prévision sont tous, les observations sont plus pessimistes que les prévisions qu'on avait faites il y a 15 ans. Et voilà, on s'aperçoit que ça va en fait plus vite que ce qu'on imaginait. Il faut se défendre. Et je pense sincèrement que les arbres, les haies, tout cet environnement qui va ramener un peu d'humidité, enfin, il y a plein d'hypothèses qui sont peut-être pas vraies, hein. Enfin, il y a des hypothèses sur la réalité de l'humidité autour d'un arbre, ça c'est la réalité. Sur le fait que quand vous avez des arbres, il pleut plus, c'est une réalité. Ça a été étudié à Toulouse, où ils ont regardé la pluviométrie entre des zones boisées et des zones non boisées, il y avait une différence. Donc si tout le monde pouvait vraiment planter des arbres, je pense que ça serait bien. Mais c'est pas simple, ça doit être fait de manière réfléchie. C'est un coût d'entretien. Et puis il y a des fois où ça peut être, rarement, mais ça peut être délétère sur la culture. Je vous montrerai un exemple où là, manifestement, la présence d'arbres a empêché la vigne de se développer. C'est un endroit très particulier, un environnement très particulier. Donc je vous montrerai ça. Mais quand on met dans la balance, enfin, pour moi, il n'y a pas photo. Hein. Il n'y a pas de discussion. Il faut planter des arbres, il faut planter des haies, comme ça se faisait avant. Hein. Donc là, c'est vraiment le terroir typique du sud de la vallée du Rhône, avec ses cailloux, les galets. Et puis en dessous, on a de l'argile. Et donc ici, on est sur la fin de la vallée du Rhône. Au bout, on voit le pic Saint-Loup, la montagne en pointe. Et en bas, c'est les plaines du Quélard. C'est là où vous avez les fameux taureaux, les taureaux de Camargue. Alors bon, les gens sont tous un peu chauvins dans les villages, mais a priori, la naissance des taureaux de Camargue, là, ça serait le Quélard, ça serait en tout cas par là. Et vous avez des très belles manades, ce qui permet aussi de préserver un peu tout cet environnement. Il y a beaucoup de cigognes depuis des années, maintenant on a des cigognes à l'année. Il y a une quarantaine de couples, et quelquefois on les voit passer, là c'est magnifique. Nous, l'approvisionnement en eau, il se fait avec un forage que l'on a fait en arrivant ici. Et c'est un forage qui est à 90 mètres sur une énorme source qui est plutôt approvisionnée. Elle va jusqu'au nord de Nîmes et quand il pleut beaucoup au-dessus de Nîmes, ce qui est régulier, nous on peut en profiter. Il y a 2 ans, elle était en orange. Cette année, ça va, elle est assez approvisionnée. Donc on ne paye pas notre eau. On a un compteur dessus. Peut-être qu'un jour on payera notre eau, ce qui serait désagréable mais logique.
on n'irrigue pas les vignes, ça c'est un choix. Irriguer les vignes, c'est 5 à 600 000 litres par an et par hectare. C'est énorme. Si jamais vous imaginez que toute la région des Costières irrigue, c'est l'équivalent de la consommation d'une ville comme Nîmes. J'avais fait un jour le calcul, c'est absolument énorme. Je ne pense pas que ce soit la priorité. Ça, c'est un problème éthique, mais qu'on peut discuter dans le contexte économique. Mais là, si jamais vous avez plus beaucoup d'eau, ce qui va être le cas de toute façon, choisir entre l'agriculture maraîchère, faire du riz ou faire du vin. Voilà. Donc il y a ce problème. Le deuxième problème, c'est que si vous irriguez des jeunes vignes qui ne vont pas prendre le temps et qui n'ont pas besoin d'aller chercher en profondeur, le jour où vous leur coupez l'eau, c'est terminé, elles seront ou chétives ou elles vont mourir. Ça s'est produit au Pérou et au Chili, où il y a eu des problèmes d'approvisionnement d'eau maintenant qui sont majeurs, et les vignes disparaissent par mortalité parce qu'ils n'ont plus assez d'eau pour les irriguer, les vignes meurent, c'est comme ça. En plus en laissant des sols qui sont peu propices à l'agriculture. Donc nous on ne veut pas irriguer les vignes. Je sais que ça serait plus simple, que ça serait plus régulier si on pouvait le faire, mais de toute façon, il faut se projeter. La viticulture, c'est un métier à moyen terme ou long terme. Les décisions qu'on va prendre aujourd'hui de planter un cépage, on saura si c'est bien dans 5 ans, 6 ans. Voilà. Et peut-être qu'on dira, tiens, on n'aurait pas dû faire ça. Donc il faut le raisonner sur le long terme. Par contre, on a besoin d'eau pour nos haies et pour les arbres, pour les oliviers. On pensait pouvoir vivre sans eau pour les oliviers, on s'aperçoit que non. Si on ne les arrose pas, si on ne les irrigue pas, on a très très peu de production, c'est très très irrégulier. On me prend toujours l'exemple, oui mais je connais quelqu'un au sud de l'Espagne, il n'irrigue pas et tout va bien. Ouais, c'est vrai, probablement ce sont des très vieux arbres. Aussi on a un endroit au nord, les oliviers du Marcellan, que je vous ai montré, n'ont jamais été irrigués, ils sont magnifiques. Et puis vous avez d'autres endroits, on ne les irrigue pas et ils sont chétifs, ils ne bougent pas. Donc on a besoin d'eau pour les oliviers, on a besoin d'eau pour les haies. Je pense que c'est très optimiste de dire qu'on les arrose les 2 premières années, après il n'y a plus besoin. Par observation, je pense que ce n'est pas vrai. Qu'on a besoin de suppléer. Par exemple en début d'été, quand il y a déjà eu 2-3 mois de sécheresse, qu'il commence à vraiment faire chaud, on a besoin de leur donner à boire. Et ça peut être 2-3 fois courant juillet, une fois en août, et puis après c'est fini. Mais par observation, donc c'est une observation, c'est pas scientifique, mais par observation, moi je pense qu'il faut pouvoir le faire. Et là on a besoin d'eau. Et dans notre système, je trouve aberrant d'aller puiser de l'eau potable pour arroser alors qu'on a le Barrhône qui est le Barrhône il passe à 300 mètres de chez nous. Mais actuellement il n'y a plus assez de puissance pour des petites exploitations comme nous. Tout part sur des grosses exploitations, par exemple l'arboriculture qui demande beaucoup d'eau. Et en contrepartie, nous on ne peut pas le faire. Donc on est obligé d'aller prendre de l'eau potable pour irriguer les haies. Là il y a un truc qui ne va pas. Donc on essaye de résoudre le problème et nous allons le résoudre. Nous trouverons bien une solution, nous allons résoudre ce problème. Une autre solution, on a un toit qui fait 800 mètres carrés, c'est de récupérer les eaux. Donc on a fait une grande partie du travail. On a demandé des subventions, puisqu'il y a des subventions très faciles pour ça. On ne les a pas eues, parce que la bâche ne correspondait pas au modèle des subventions. C'est complètement fou, on a à peu près, on va dire 300 000 litres, 200 à 300 000 litres d'eau disponible. Voilà, qu'on pourrait facilement raccorder avec une pompe. La subvention a été refusée. C'est comme ça, c'est le système, vous savez, on marche sur la tête. Voilà. Donc on va y arriver un jour, on va continuer, je ne sais pas comment on va faire. C'est quand même un budget qui est à peu près autour de maintenant 15 000 € pour finir on a fait la descente, on a fait un collecteur, mais après pour finir il faut un premier réceptacle, une pompe, les bâches, la préparation des bâches, le sol doit être préparé de façon très particulière, une deuxième pompe pour envoyer dans le circuit. Et voilà, donc là on a à peu près 15 000 €, on avait chiffré.
Et ça, on ne peut pas avoir la subvention. Et on a d'autres investissements à faire à la cave. Doit tout le temps améliorer le matériel, faire la maintenance, enfin, tout ça, c'est beaucoup d'argent. Donc voilà, mais on va y arriver. Sur le domaine, on a pas mal de vent. Aujourd'hui, c'est un tout petit vent de rien du tout. On a le Mistral qui vient ici, un peu nord-est. Et puis on a la tramontane qui vient là, qui s'est renforcée depuis un moment. Et donc, de toute façon, si on n'est pas décoiffé dans ce sens-là, on va être décoiffé dans ce sens-là. Donc on a pas mal de vent et les haies vont briser les vents en tout cas. Maintenant, quand vous avez le Mistral, vous avez le Mistral. Et quand on dit que ça rend fou, au bout de quelques jours, ça commence vraiment à fatiguer. Il y a peut-être un truc avec le gel. On a eu du gel il y a 4 ans. À 200 mètres de chez nous, ils ont perdu 100%. Nous, on a eu très peu. Une des hypothèses, c'est que les arbres vont jouer sur les courants d'air. Parce qu'on a une parcelle, la parcelle de Marcellan, où on a les oliviers au milieu. On a eu quelques rangs qui ont gelé. Tout le reste de la parcelle a été saine. C'était pas une bonne idée. On s'est fait plaisir, on avait mis des mirabelliers, des cerisiers, etc. Et ils sont tous, donc on s'en occupe pas. Quand vous plantez des arbres au milieu de la parcelle, vous avez peu de temps pour aller les arroser, vous n'allez pas faire un traitement spécifique pour vos arbres, etc. Et ils sont quasiment tous morts les uns après les autres. Cerisiers, mirabelliers, même les pêchers commencent à pas être en grande forme. Ce qui va bien, ce sont les chênes. Il y a micocoulier et puis l'arbousier. Alors les arbousiers, ça va tout seul. Mais les chênes, là, c'est l'arbre qui va bien, il se débrouille tout seul. Même l'amandier, il n'est pas en pleine forme. Je pense qu'il faut le côté romantique, on va mettre des arbres au milieu des vignes et puis on ira chercher le fruit comme ça en travaillant. Il faut oublier. On les a coupés les uns après les autres. On les a vus dépérir, ils étaient en pleine forme, et puis d'un seul coup, et en 2019, j'avais fait une interview où il y avait le mirabellier, je suis retombé dessus par hasard, il était farci de mirabelles, des boules d'or, c'était merveilleux, ça avait été une petite partie du reportage, et le truc maintenant, il n'existe plus. Donc il faut être prudent sur nos certitudes. Et la toute première haie qu'on a plantée, c'était une haie ici de Pyracantha. C'était une erreur, il n'y a que des Pyracantha, c'est une mono haie. Alors l'intérêt, c'est que c'est mellifère, donc ça c'est bien. Mais bon, maintenant on a des haies qui sont avec beaucoup plus d'espèces. Je pourrais vous donner la liste de tous les arbres. C'est une litanie, je crois qu'on a 30 espèces différentes. C'est Agroof qui nous gère ça. Et je pense que c'est plus efficace que ces monoblocs. C'est bien parce que ça empêche les gens de passer, mais on peut mieux faire. Donc ça, c'est la double haie au sud de la propriété qu'on a plantée il y a 4 ans. Donc vous voyez, il y a à peu près un mètre d'espace entre les deux. Je l'ai nettoyé au centre et sur les côtés en juillet. Mais idéalement, il faudrait pouvoir nettoyer autour des pieds. Vous avez les anciens pieds de vigne qui sont extrêmement résistants et qui se développent et qui vont essayer de manger un peu la gamelle des arbres. Alors, dans quelques années, ça ne sera pas grave. Mais au début, on l'a nettoyé. De mémoire, on l'a nettoyé 3 fois, cette haie. Donc elle fait 300 mètres de long en double. Donc vous voyez le travail que c'est de passer, puis c'est à la main, vous n'avez pas de solution. Vous pouvez passer un peu le gyrobroyeur éventuellement, mais il y a des moments quand vous avez les adventices qui sont à l'intérieur des protections, et ça il faut le faire à la main. Donc c'est quand même, il faut avoir conscience que c'est du travail, mais je vais vous montrer après des finis. Bon, ça vaut vraiment le coup, ça a changé l'environnement. Ici, là, ça va être un fruitier qui va se mettre, qui a racheté les parcelles
du viticulteur qui s'arrête. Donc pour nous, ça va être une protection quand ça va monter à 2-3 mètres, à 3-4 mètres sur certains arbres. Ça va être une protection sur les intrants que va avoir l'arboriculteur à côté de nous. Donc, voilà, mais ça met du temps. Vous voyez, ça c'est un des plus grands, il fait maintenant 2 mètres. Bon, il est un petit peu tordu, mais ça met du temps. Il faut des années pour que ce projet se réalise. Et c'est pour ça que si jamais certains ont des idées de planter des arbres et des haies, il faut mettez pas ça dans 5 ans, parce que dans 5 ans, elle aura commencé à exister, mais non, ça met du temps. Hein. Alors celle-ci, elle a été cofinancée, une partie par nous, parce qu'il faut payer la préparation des sols, il faut griffer, etc. Et puis vous avez les partenaires industriels. Alors dans nos partenaires, il y a une agence qui s'appelle WinWin qui fait de la communication 360, voilà, d'organisation d'événements, etc. Un restaurateur, Monsieur Moulineau, qui est... il y a Hervé Fort, lui, c'est un groupe de restaurants et d'hôtellerie de Reims. Et puis un ami qui avait une société de réfrigération et climatisation. Vous voyez, donc mais ce sont des personnes qui avaient envie qui voulaient être sûrs qu'on plantait bien leurs arbres. Ils sont venus pour planter leurs arbres, ils étaient là. Et régulièrement, j'envoie les photos. Ça communique à l'intérieur de la société. Les gens, et puis ils savent, c'est leurs arbres. C'est pas, vous voyez, il y a quelques projets un peu internationaux où vous donnez de l'argent. Puis en fait, on s'est aperçu que les gens pouvaient racheter des compensations carbone plutôt que de vraiment planter des arbres. Voilà. Je ne sais pas. Ça ne nous regarde pas. Mais en tout cas, là, les arbres sont là, on les bichonne. Quand il y a de la mortalité, on les remplace et régulièrement, j'envoie les photos des haies qui se développent. Et puis, si jamais ces amis ont besoin d'utiliser le domaine pour leur système RSE à l'intérieur de l'entreprise, d'organiser un événement ici, évidemment, ils sont les bienvenus. Et c'est un partenariat win-win, entre guillemets. Alors, c'est un paillage en fibre de chanvre. Voilà, et ça va se dégrader petit à petit. Donc vous voyez, quand vous plantez, vous avez le paillage. Alors vous pouvez faire des paillages, nous ce sont des carrés individuels. Vous pouvez aussi tirer des rouleaux. Vous mettez des agrafes. Donc ici, là il y a des agrafes pour le tenir. Et de temps en temps, les agrafes se soulèvent. Donc il faut repasser. On a eu des tempêtes où ça avait détruit les paillages. Dans cette partie-là, en plus, les sangliers étaient venus renifler un peu. Il a fallu remettre de la terre parce que vraiment, ça partait dans tous les sens. C'est compliqué. Là, on est obligé d'avoir des protections à cause des lapins. On le voit, il y a un arbre là-bas où vraiment, il a été grignoté par les lapins. Pourtant, il était assez gros. Bon, il y a toute une infrastructure à faire. Et là, on a pu mettre de l'irrigation. Et qu'on utilise vraiment de façon parcimonieuse, et quand on sent que faut pas attendre que la plante soit en stress hydrique maladif, on va dire, parce que là c'est tard, vous avez déjà détruit des rameaux, des parties, donc il faut un peu, on la surveille, et puis de temps en temps on va leur mettre un peu d'eau, voilà. Ou si on prévoit une longue période de sécheresse avec pas mal de vent, parce que nous on a du vent, on va leur donner un peu d'eau. Ça c'est vraiment nécessaire. Et quand on compare, on va comparer avec celle au nord là qui n'est pas du tout irriguée, et vous verrez c'est pas pareil. Mais c'est sympa, on commence à avoir les premières fleurs qui sortent. Donc nous on collabore avec Agroof depuis, moi je les ai connus en 2007, mais en 2010 je pense, 2010-2011. Et voilà, il y a des fois, je leur dis, tiens, j'aimerais bien planter ça. Ils me font bien comprendre que ce sont des espèces qui ne sont pas du tout de la région, que ça n'a aucun intérêt, que ça va être invasif, que ça va être machin. Et je les écoute parce que, voilà.
Ils savent le faire. On ne plante que des espèces qui ont été élevées ici. C'est-à-dire si vous mettez un micoucoulier, il n'a pas été élevé à Dax et on le ramène. Pour être sûr qu'il soit dans le meilleur environnement climatique, parce qu'on n'aura pas le même taux d'humidité, le même taux de vent, le même taux de tout. Et donc les espèces se reproduisent, on prend des espèces qui ont été reproduites à partir d'espèces locales, pour essayer d'augmenter le taux de survie, la capacité d'acclimatation des espèces. Et on essaye de trouver un mix entre des arbres qui vont être un peu plus hauts, des arbres qui vont être un peu plus bas. Enfin, c'est le typique de la haie végétale classique. On peut remonter un peu pour voir là-haut où c'est un peu plus développé. Ils conseillent de ne pas mettre d'irrigation, mais de plus en plus, ils s'aperçoivent que ça va être difficile de faire ça. Hein. Et puis pour nous, c'est quand même une sacrée facilité. Parce que quand vous devez passer avec la tonne à eau et puis arroser chaque plant individuellement, en fait, encore une fois, c'est une question de priorité, c'est que vous n'avez pas le temps. Et vous voyez, ça c'est la vigne. La vigne, même quand vous arrachez, hein, elle va continuer à perdurer. Elle peut ressortir à tout moment et ça se développe. Et donc, si jamais vous ne venez pas avec votre sécateur et gratter, on ne retirera pas les racines, hein, parce qu'elles sont profondes. Mais voilà, régulièrement, il faut venir. Tant que la haie n'a pas pris le dessus, elle va se faire envahir par la vigne. Et donc celle-ci, elle a été plantée en 2012, parce que j'ai retrouvé les photos. Donc il faut quand même bien 10 ans pour que ça ressemble à quelque chose. Et vous voyez, cette haie, maintenant, elle est magnifique. Hein. Évidemment, les arbousiers, eux, ils sont les rois, là. Ah là, on ne fait plus rien, là. Là, on taille rien. Alors, normalement, nous, on est à 1 mètre de la limite c'est là où vous êtes. Donc, on a de la marge, on a vraiment de la marge. Et si jamais vous devez y passer et commencer à dire on va les tailler, ça va faire aller sur l'année 2-3 jours de boulot. Objectivement, c'est difficile à trouver. Parce qu'il y a tellement de choses à faire bon, là, c'est la période calme, il y a sur le travail de la vigne, hein, je parle, au moment des vendanges. On va avoir une petite période où il va y avoir un peu de travail du sol, et puis après vous avez la taille qui va commencer, et puis après il va falloir faire les pamprages, et puis il va falloir le remontage, et puis on n'arrête pas, puis les feuillages, et puis donc plus la réparation des piquets, il faut retendre les fils, enfin il y a toujours des trucs, et si vous dites tiens on va prendre 3 jours, les personnes du domaine ne vont pas le faire. Si vous devez prendre des gens extérieurs pour faire le boulot, économiquement, ça commence à peser sur votre exploitation. Hein, donc, et puis, il faut trouver les gens qui savent le faire. C'est des gens qualifiés. Donc, forcément, et normalement, ça a un coût. Donc, alors, si on peut les laisser se débrouiller, c'est très bien. Là, cette année, je crois qu'on n'a pas irrigué. Peut-être une fois, peut-être en début juillet. Parce qu'il n'a pas plu beaucoup. On a eu pas mal de pluie d'hiver et printemps. Alors c'était pas des grandes quantités, mais c'était régulier. C'était plutôt vert cette année, c'est une année verte. Mais après, donc peut-être début juillet, je crois me rappeler qu'on avait fait une irrigation une nuit, et puis après c'était fini. La chance qu'on a ici, c'est qu'on a beaucoup d'entrées maritimes. C'est-à-dire tous les matins, c'est trempé. Vous avez les pare-brises des voitures il faut mettre les essuie-glaces pour démarrer. Donc toutes les plantes ne vont pas absorber de l'humidité par les feuilles. La vigne par exemple, elle est quasiment pas sensible à ça. Mais bon, il y a quand même de l'humidité au sol. Enfin, je pense que ça joue sur la pérennité des plantes. Et c'est un endroit qui est quand même plus humide naturellement.
qu'on appelle le laquais, qui est, voilà, c'est pas on n'irrigue pas, mais c'est très vert, c'est toujours vert à cet endroit. Et donc il y a beaucoup plus d'adventices. Et là, quand vous voyez la haie, là, elle est vraiment en concurrence avec tout ce qu'il y a autour. Il faudrait passer des heures à bien nettoyer, au moins, je pense au moins au début, pour lui donner sa chance. Donc ça, c'est la première partie. On a une haie nord et qui va se poursuivre sur à peu près 600 mètres. Elle fait un S. Et puis on a ce qu'on appelle donc les oasis de biodiversité. Donc ce sont des ronds avec 5 ou 6 arbres et arbustes qui sont plantés voilà, en cercle, avec un ou deux au milieu. Et donc on a plusieurs zones qu'on va avoir autour de nous. Il y a une dizaine de zones, et avec l'idée de développer, puis après de laisser se refermer par les plantations naturelles, d'avoir des endroits dans lesquels les animaux pourront se retrouver, se protéger. Et cette zone-là qui fait 1,5 hectare, elle est dévouée maintenant à la biodiversité. Il n'y aura jamais rien de planté ici, ça sert à ça. C'est l'entrée nord du domaine, parce que le domaine est à 400 mètres là-bas, le bâtiment. Mais là, il y a un endroit qu'on va redonner à la biodiversité. Ça s'appelle le laquais, et on a une étendue d'eau qui était pérenne au fil de tous les ans. Tout le temps, il y avait de l'eau dans ce laquais. Alors l'été, évidemment, ça descendait, parce que ici, c'est la partie basse d'une 30aine d'hectares, et donc ça coulait. Et puis l'arboriculteur, à un moment, a été propriétaire de cette zone, et il a mis des drains et il a drainé le laquais, il l'a asséché. C'est parti à 3 km. Et donc là, en récupérant cette zone, on n'a pas retiré tous ces systèmes son système de refoulement d'eau, mais en tout cas, on a limité la fuite de l'eau du laquais. Et on espère que petit à petit, il se remettra en place. En tout cas, ce qu'on a vu, c'est qu'en faisant ça, les arbres ont recommencé à pousser de façon naturelle. On a des semis qui se mettent en place. Et ça, on aimerait vraiment en faire une zone alors un peu contrôlée, puisqu'on plante des arbres, on les maintient, vous voyez, on girobroie pour tenir les espaces propres, pour leur permettre de se développer. Et j'imagine ici, dans 10 ans, 10-15 ans, ça va être absolument magnifique. Ça va être un endroit magique. Et, bon, ça dépendra évidemment de l'eau, de ce qui va pouvoir continuer à pleuvoir. Mais donc ça doit faire un peu plus d'1 hectare, je crois que c'est 1,5 hectare, et qui va vraiment être dédié à ça. Et moi, je pense que ça fait partie de notre rôle, dans la mesure des possibilités. Encore une fois, je n'ai pas de jugement de valeur, je ne jette surtout pas la pierre à personne. L'agriculture est un monde extrêmement difficile, c'est compliqué, trouver les équipes financières, c'est très compliqué. Nous, on a la chance d'avoir assez de surface, d'avoir notre domaine de production de viabilité qui est suffisant, qui est efficace. On a une activité qui marche assez bien, donc on peut se permettre de faire ce qu'on pourrait considérer comme des extras. Pour moi, c'est vital, mais on pourrait considérer comme des extras. On peut le faire, mais je ne jette pas la pierre aux personnes qui ne peuvent pas le faire, parce qu'ils sont pris à la gorge et que c'est beaucoup trop. Voilà. Et le fait d'avoir des partenariats, donc d'avoir des amis qui nous ont aidés aussi à investir, c'était beaucoup, parce que le budget global, juste la haie nord, c'était déjà 7 000 €. Donc c'est quand même des budgets qui ne sont pas négligeables. Avec Agrouf, il faut compter 10 € par arbre, qui comprend la fourniture du plan, l'évaluation avant la plantation, voilà, à nous en charge de préparer le sol. Mais sinon, Agrouf gère toute la partie voilà, de fourniture. Et puis à nous de faire le suivi aussi après.
Donc c'est pas un budget négligeable, hein. Vous avez planté 200 arbres, ne serait-ce qu'à 10 euros, ça fait tout de suite de l'argent. Peut-être qu'il faut se dire qu'on est en train de recréer ce qu'on a détruit. Et si c'était là, c'était pas pour rien. Peut-être que, je sais pas, il faut trouver, chacun peut trouver son explication, sa justification, mais vraiment j'encourage dans la mesure du possible à replanter le maximum d'arbres et le faire de façon assez réfléchie. Maintenant on pourrait dire presque scientifique, parce il y a des données, hein, il y a de plus en plus de données, il y a des congrès internationaux d'agroforesterie. Hein. C'est pas une science comme ça au pifomètre, c'est vraiment basé sur de la science. Voilà, c'est très difficile de faire des études, mais à Restinglières, par exemple, au sud de Montpellier, près de Montpellier, vous avez toute une ferme où vous avez des cultures céréalières avec des arbres, sans arbres. Ils ont pu calculer le taux de protéines du blé qui est plus important quand il y a des arbres, ou sur la sylviculture, les arbres qui vont pousser plus ou moins vite si jamais vous mettez que des sapins ensemble, ou si vous mettez avec d'autres espèces ou en agroforesterie, les arbres poussent plus vite. Enfin, tout ça maintenant, il y a des données chiffrées, c'est clair. Hein. Et puis après, ça ce sont des observations scientifiques, et puis après vous avez des corrélations qui sont des observations, et on pense que, donc là c'est des corrélations, des hypothèses, on pense que on a tel effet parce que l'arbre va apporter telle chose. C'est difficile de faire des études scientifiques quand vous n'avez pas des échantillons suffisamment grands et avec le minimum de différence entre faire un échantillon ici et puis même à 500 mètres au sud de la propriété. Et puis vous dites, alors on va regarder, là on a mis tel truc, ça marche mieux. Alors c'est pas significatif parce que là-bas, si ça se trouve, tu as plus d'eau, tu as moins d'eau, tu as plus de vent, tu as plus de je sais pas quoi, le sol il est pas pareil. Il y a eu pendant des années des cultures qui ont apporté des poisons et le sol a toujours pas repris son équilibre. Enfin, donc il faut faire attention dans nos observations, il faut être très prudent. Je peux paraître pessimiste, mais en fait, je suis un fervent défenseur de l'agroforesterie et j'encourage tout le monde à le faire. Donc ici, on va avoir toute une surface qui va être liée que pour la biodiversité. Alors ça a aussi un impact dont on n'a pas parlé encore, mais c'est l'impact environnemental beauté. C'est extrêmement... Depuis que les arbres sont là et ont commencé à prendre un peu leur place, évidemment que ça donne une dimension au domaine par rapport à la même chose où tout est plat et voilà, il n'y a rien qui accroche l'œil. Les arbres, ça vous donne du relief, ça donne de la distance, ça donne du volume. Et c'est aussi toute la haie qu'on a fait le long du chemin, elle a surtout un intérêt environnemental dans le sens d'améliorer la qualité de l'environnement visuel. Et l'agroforesterie a un impact très fort sur ça. Quand vous avez des floraisons, c'est magnifique. Enfin voilà. Donc tout ça, le bosquet d'arbres. Alors lui, c'est un bosquet naturel, mais qu'on a pu, en coupant les drins d'assèchement, on a pu le laisser se développer. Et c'est vrai que c'est une toute petite échelle. Hein, c'est ridicule. Hein, ça fait 100 mètres sur 50, mais je trouve ça magnifique. Hein. Ça, c'est des arbres hauts et voilà. On a vraiment besoin de les protéger parce que sinon les lièvres et les lapins vont les manger. Alors une année, on avait essayé, pour être écologique et pas avoir de plastique, on avait essayé des protections en carton alors pas pour les arbres, mais sur des complantations, c'est-à-dire que quand vous avez des mortalités dans les vignes, vous allez replanter des petits pieds de vigne. Et on avait mis ces trucs en carton, c'était magnifique, c'était éco et tout. Sauf que c'était des fournaises et tout a crevé. Mais tout a crevé. Je crois qu'on avait mis 200 et tout a crevé. Avec la chaleur, il n'y avait pas de transpiration. Enfin, quelquefois, il faut vraiment mettre dans la balance, encore une fois, entre la bonne idée, c'est génial, et puis la réalité de la vie. Voilà. C'est bien de voir si ça a vraiment marché ou si c'est simplement une bonne idée. Donc on est revenu à des choses comme ça.
Ça, c'est typiquement le principe de l'agroforesterie. Donc on a planté cette vigne nous-mêmes il y a un peu plus de 10 ans. C'est du marcelan. Et on a délibérément laissé un espace au milieu où on a planté des oliviers et on a mis des rangs de lavande. Donc les lavandes, ça c'est essentiellement pour nos abeilles. Et puis la lavande serait un répulsif du ver de la grappe. On n'a pas la preuve, mais j'avais lu ça, donc on a mis des lavandes. Mais surtout on a mis les oliviers. On a fait une erreur, c'est qu'on n'a pas laissé assez de place. On aurait dû mettre un rang de moins encore. Donc ça doit se penser. C'est-à-dire qu'avoir un rang de moins, c'est tant de kilos, de tonnes. Voilà, il faut évidemment y penser. Mais bon, pour nous, dans la mesure où on a besoin d'olivier aussi pour l'huile. Et sur une parcelle de Syrah, on a arraché un rang de vigne pour mettre les oliviers. C'est la parcelle au-dessus. Et puis c'est un côté esthétique, c'est quand on arrive par le nord, on a cet enfilement d'oliviers qui amène au domaine. Mais là-bas, on l'a fait sciemment en remettant des arbres au milieu de la vigne. Alors ça, ce sont des vignes qui sont palissées avec des fils. On a des vignes en gobelet, des vieux carignans, où on a planté, là, on a mis des arbres à l'intérieur de la vigne. On a à peu près, en agroforesterie, on considère qu'il faut 40 arbres par hectare dans les vignes. Et là, l'idée, c'est le côté visuel, c'est la biodiversité, d'amener les oiseaux, de permettre aux chauves-souris de rentrer, parce que les chauves-souris ont besoin d'échos radars pour aller sur des surfaces. Donc les arbres leur permettent de rentrer dedans. Et la chauve-souris, elle mange le papillon du ver de la grappe. Et maintenant, ça c'est vraiment beaucoup de domaines viticoles développent les nidifications de chauves-souris pour la préservation. Et puis, probablement que ça joue avec les feuilles qui vont amener de l'humus, les racines aussi. Vous avez autant de racines que vous avez à l'extérieur, vous avez au moins la même chose à l'intérieur. Donc ça sont des racines qui vont se dégrader, qui vont amener de l'humus, enfin, ça participe au sol. Voilà, les arbres vont aspirer de l'eau en remontant. Donc voilà, on a nos oliviers et cette année c'est une super année à olives, vraiment c'est magnifique. Alors on récolte les olives, ça c'est fin octobre. Moi, j'aime bien qu'on récolte pas trop tard, parce que j'aime bien quand l'huile est ardente. Ardente, c'est mettez dans la bouche, c'est merveilleux, puis d'un seul coup ça vous arrache, ça vous brûle. Ça c'est l'huile, on dit ardente avec l'accent d'ici. Et donc on fait de l'huile avec évidemment la consommation personnelle et puis un peu la vente au premier cercle de clients. Pour l'instant, on n'a pas assez d'huile pour pouvoir en faire un business. Voilà, c'est très, on va dire encore anecdotique, mais avec les 500 oliviers, il y en a 400 qui vont pouvoir produire, qui commencent maintenant à arriver en production. Donc je pense que dans quelques années, on pourra vraiment avoir une belle production d'huile. Ce qui est un autre challenge encore. Alors comme nous, on vendange à la main, c'est pas un problème. Si c'était de la machine, évidemment, ça passerait pas. Le souci de planter dans des arbres espacés, c'est que, à un moment donné, il faut bien passer avec le tracteur, ne serait-ce que pour ce qu'on appelle décavaillonner et refaire la butte. C'est-à-dire que buter et débuter, c'est-à-dire que vous passez des lames entre les pieds de vigne pour retirer les herbes, hein, pour nettoyer. C'est sûr qu'il y a là, le tracteur, il ne peut pas passer de ce côté-là. Quand on va traiter, puisqu'on traite, même si vous êtes en bio, vous traitez, hein, essentiellement avec la bouillie bordelaise, vous allez avoir un rang qui va peut-être être un peu moins atteint. Mais bon, encore une fois, c'est anecdotique. Peut-être le problème, c'est que si jamais vous voulez laisser le passage au tracteur, c'est pas un rang, mais c'est 2 rangs qu'il faut retirer. Donc ça fait déjà beaucoup, parce que là, on a 2 rangs de moins de vignes par rapport à une plantation normale. Si vous devez retirer encore, fait 4 rangs de moins de vignes, ça commence à faire beaucoup, hein. Parce que là, c'est de la perte sèche, parce que vos 4 rangs,
à la fin de l'année, ils vous ont coûté à peu près le même prix que le reste, que vous ayez qu'à tout moins. Le tracteur, il a été là, qu'il fasse un aller-retour en plus ou en moins, ça ne change pas grand-chose. Lors de la vendange, voilà, l'équipe est là, ils sont à 2 par rang pour vendanger. Donc non, là, c'est un coût sur la production qui peut être non négligeable. Nous, encore une fois, on a de la chance d'avoir de l'espace. Et on a la chance d'avoir suffisamment par rapport à notre cuverie et à nos objectifs de production qui sont autour de 40-50 000 bouteilles par an, ce qui est beaucoup, mais voilà, c'est quand même une petite exploitation. On a largement assez de vignes pour le faire. Donc on n'a pas de souci pour se dire on va retirer un rang pour planter des arbres. Et c'est spécifique un peu à notre façon d'être. Mais si vous vendangez à la machine, c'est plus compliqué. Alors je pense que l'ombre chez nous, ça ne sera absolument pas un problème et que même on pourrait la rechercher. Il y a des personnes qui commencent à faire de la viticulture sous des panneaux photovoltaïques parce que quand ça chauffe vraiment. Et c'est à Galargues-le-Montieux, c'est 15 km, il y a eu le record d'Europe de température avec 47,4 je crois, ce qui est juste, c'est le feu, hein, c'est la boule de feu. Donc ça, c'est pas un problème. On peut avoir un problème de compétition sur le sol, compétition qu'on dit compétition azotée, à mon avis, elle est plus complexe que ça. Je vais vous montrer un exemple où on a planté des vignes tout près de très vieilles haies, très bien implantées. Et je pense que la vigne n'a pas, les vieux, ils n'ont pas donné à manger aux petits. Ils ont dit ça, c'est à nous, tu ne mets pas tes pieds. Planter des arbres à côté de vignes déjà établies, dans notre expérience, ça n'a vraiment aucun impact. Peut-être que ça en aura dans 15 ans, j'en sais rien, mais il n'y en a pas. J'avais participé à une discussion avec quelqu'un qui avait planté des arbres dans le Bordelais. Lui avait eu un impact négatif. Je ne peux pas vous dire exactement ce qui s'était passé, mais il était assez réticent. Nous, de notre côté, ça change strictement rien. On n'a pas encore vu de frein au fait d'arrêter de planter des arbres. Et si on pouvait le faire, encore une fois, c'est du travail. Si on pouvait en mettre plus dans les vignes, je le ferais. Ouais. Bon, le gars qui est sur le tracteur, il ne serait pas content. Lui, quand on doit voter, il est plutôt non. Non, on arrête vos trucs là. Mais non, je le ferais. Ouais. J'adorerais avoir des arbres partout, comme c'était avant. Hein. Quand on est arrivé ici en 2007 ou 2008, il y a Fabien Liac d'Agrouf qui était venu et on avait commencé à parler du projet, etc. Et il y avait une vigne à 200 mètres entourée d'arbres et avec des arbres au milieu. Et on a été voir le papé qui s'en occupait. Et le monsieur nous disait qu'à l'époque, ici, il y avait des arbres partout. Partout, le plateau, il y avait au milieu des vignes. Et j'ai des copains qui ont encore des souvenirs d'arbres au milieu des vignes. Et en fait, tout ça, ça a été retiré avec la mécanisation, qui était certainement un bienfait. Hein, parce que là, quand vous êtes à Paris et que vous voyez l'image du cheval, c'est romantique. Allez-y, passez le cheval. Allez-y. Allez-y nourrir le cheval tout le temps et puis pas prendre de vacances parce qu'il faut s'en occuper et puis payer le vétérinaire. Faites-le, puis après on verra le romantisme. Voilà. Donc ça a été un progrès humain non négligeable, ce tracteur. La conséquence a été probablement assez dramatique hein, sur la destruction des sols, sur la destruction des environnements et la destruction des personnes, puisqu'il y a des gens qui ont été malades avec tous ces produits chimiques. Hein. C'est une réalité. Mais donc avant ici, il y avait des arbres partout. Et au début du 20e, 19e, avec 2 hectares de vignes, quelqu'un pouvait vivre. Parce que dessus, vous aviez des arbres nourriciers, faisiez de l'huile d'olive, la vigne payait suffisamment pour vous l'emmener à la coopérative, vous avez un petit travail à côté pour finir. C'était suffisant. Et puis maintenant, c'est plus possible d'avoir ces toutes petites parcelles. Il y a 20 ans, nos raisins partaient à la cave de Galician. Et de mémoire, ils avaient 300 actionnaires. 300. Et c'était des gens qui étaient
travaillait à la fonderie de Vergès et qui, voilà, à Vergès, et qui avait 2 hectares en plus, s'occupait le soir, le dimanche et tout. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez plus le faire. Il y a les normes à respecter, il y a plein de choses à faire, puis c'est plus assez rentable. C'est plus assez rentable. Il y a un seuil minimum de rentabilité pour des exploitations agricoles et viticoles. Mais ce qui n'empêche pas de mettre des arbres. Il faut mettre des arbres. Et pas des arbres qu'on va couper au bout de 5 ans. Un arbre, pour avoir l'équilibre CO2, parce que évidemment ça a aussi un impact dont je n'ai pas parlé, mais ça fait partie aussi de l'idée. Alors à notre niveau, c'est un millionième de milliardième de gouttes d'eau par rapport au problème climatique mondial, mais il faut savoir, encore une fois, de mémoire, pour qu'un arbre ait rempli sa mission d'absorption du gaz carbonique, il faut qu'il soit resté au moins 30 ans sur pied. Si jamais vous le coupez avant, tout ce que ça a coûté de le développer, de le planter, le tracteur, l'irrigation, tout ça, si vous le prenez au bout de 15 ans pour le brûler par exemple, tout ça, ça part en fumée, c'est le cas de le dire. Si vous en faites des planches pour faire du surf, c'est pareil, vous allez perdre le bénéfice carbone. Donc il faut avoir des arbres pérennes, des arbres qui vont durer dans le temps et qu'on va laisser se développer. Donc ça, c'est une haie qu'on a plantée aussi en 2012 et elle a végété tant qu'on ne l'a pas arrosée. C'est-à-dire que sur l'irrigation, Agrouf nous avait dit vous mettez de l'eau quand on plante et puis après 1 ou 2 fois dans l'année, puis après ça va. Non, je vous assure qu'il faut mettre de l'eau. Et cette haie, elle ne bougeait pas, elle était vraiment à 50 cm du sol, ça ne bougeait pas. Et quand on l'a irriguée, à ce moment-là, c'est parti. Et donc là, on a vraiment une haie qui a son intérêt, qui est de limiter les intrants. Bon, il y a des manquants, il faudrait qu'on replante un peu. Mais là, on commence à avoir des hauteurs qui sont suffisantes pour limiter les intrants de l'arboriculteur chez nous. Donc on a la haie qui est plutôt sympathique et toujours avec toutes les espèces dont je n'ai pas les noms. Et tout en haut, je vais vous montrer une autre haie. Donc là, ça commence à être des vrais arbres, avec des troncs de 10 cm. Alors, il y a une recherche qui est faite entre Agrouf et alors je ne sais plus quelle l'université, c'est peut-être Montpellier, je ne sais plus, où des personnes sont venues pour identifier des arbres spécifiques et ils les ont marqués, ils vont suivre le développement, voilà. Donc, mais je ne connais pas le but de la recherche. Et toutes les personnes qui veulent faire de la recherche ici, c'est grand ouvert. Alors ça, c'est une haie qu'on a plantée au même moment, qui s'est beaucoup développée. Elle n'est pas très très dense, mais elle s'est développée certainement à cause, elle a bénéficié de l'irrigation de l'arboriculteur avec ses peupliers. Je pense que ça a dû jouer parce qu'elle a tout de suite été, on ne l'a pas irriguée, et elle a tout de suite, elle s'est développée tout à fait naturellement et bien. Et là encore, on l'a planté un peu près de la vigne. Et là-bas, au nord, on l'a planté beaucoup trop près de la vigne. On a à peine la place de passer. Donc, il faut vraiment y penser. Il ne faut pas réfléchir, tiens, on va mettre 1,50 m parce que le tracteur fait 1,50 m. Parce qu'au pied, il sera toujours 1,50 m. Par contre, en haut, vous avez tout de suite 80 cm ou 1 mètre et en fait, on passe plus. Et donc, il faut avoir de la place. Quand on veut intégrer les arbres à des cultures qui ont besoin de machines comme la vigne, il faut vraiment bien penser à des distances suffisantes parce que là, alors qu'on a la distance réglementaire officielle, au pied, on passe plus avec le tracteur. Et donc on a une haie au nord. Alors elle n'est pas irriguée et elle n'a pas d'apport extra par le fruitier, elle a pas mal monté, mais enfin elle est un peu plus chétive. Et donc ce qui est intéressant aussi, c'est sur le problème de l'irrigation intensive qui est
en train de se développer à cause de la perte, le manque de pluie. Derrière nous, je vais vous montrer. Donc là, il y a un peuplier qui appartient à l'arboriculteur et qui est irrigué régulièrement. Donc il est plutôt joli, il est en pleine forme, etc. Et puis à l'ouest, là on a les mêmes peupliers qui ont été plantés au même moment par la même personne, et on a récupéré ces parcelles, on les a rachetées, et on s'aperçoit qu'en fait, nous on a arrêté d'irriguer, et en 3 ans, les arbres sont quasiment morts, et ils tombent les uns après les autres à cause du vent, c'est-à-dire ils se dessèchent et ils se cassent. Et donc quand on a des irrigations qui sont intensives et qui limitent l'enracinement à une surface, enfin une profondeur légère, parce que la plante n'a pas besoin d'aller en profondeur puisqu'elle a à boire tout de suite, et bien dès que vous arrêtez, et un jour vous pouvez vous arrêter pour des questions mécaniques, pour des questions d'argent, pour des questions de législation, pour tout ce que vous voulez, ben ce jour-là, ça va mourir. Et c'est le risque qu'on a sur la vigne, avec l'irrigation de la vigne qui est en train de se développer de façon invraisemblable, sur des jeunes vignes, c'est de faire que le jour où il n'y aura plus d'eau, parce que de toute façon un jour il n'y aura plus d'eau, cette vigne elle va être extrêmement, elle va avoir beaucoup de mal en tout cas à perdurer, parce qu'elle aura pas pris le temps d'aller se développer en profondeur. Et il y a des exemples au Chili, au Pérou, où il y a eu des vignes qui ont été hyper irriguées, et puis le jour où il n'y avait plus d'eau, les vignes sont mortes, et le sol est mort. En plus, ils sont aperçus qu'ils ne pouvaient plus rien planter, parce que vous aviez une érosion verticale, petit à petit, et les sols étaient morts. Je ne devrais pas dire ça, puisque en introduction, je vous disais que pour moi, un sol vivant, ça n'a pas de signification. Tous les sols sont vivants, en tout cas, ils sont inadaptés à la culture. Vous pouvez avoir des sols inadaptés à la culture. Donc pour ça que nous, autant on a besoin d'irriguer nos arbres, autant les vignes, on se refuse de les irriguer, même si on pouvait, parce qu'on est persuadé que c'est une solution à court, voire moyen terme dans le meilleur des cas. Mais de toute façon, à un moment donné, ça ne va pas bien se passer. Parce que de toute façon, à un moment donné, il n'y aura pas assez d'eau. Ça, encore une fois, c'est mathématique, c'est pas des hypothèses, c'est mathématique, il n'y aura pas assez d'eau. Voilà peut-être la limite de l'agroforesterie. Donc ça, ce sont des vignes qu'on a plantées il y a une quinzaine d'années. Il y a de Marsanne et de la Roussanne. Et donc on les a plantées près de cette haie qui est dominante en hauteur, et c'est une très vieille haie avec des arbres qui doivent avoir 40-50 ans au moins. Et vous voyez que la vigne n'a pas pu se développer. Et vous avez un gradient sur les 3 premiers rangs où il n'y a quasiment rien, il y a un petit peu, un peu plus, et après c'est bon. Et probablement qu'il y a trop de concurrence. Cette haie présente avec des arbres. Donc là, c'est un chêne qui doit avoir des racines, un réseau racinaire qui doit être très développé, a probablement empêché notre vigne de se développer. Et l'hypothèse, c'est que planter pour nous de la vigne près de haies très anciennes et très intégrées est peut-être un risque. Alors que mettre des arbres sur de la vigne qui est déjà existante, à notre niveau, on n'a pas vu d'interférence. Mais là, c'est vraiment caractéristique. Hein. Et sur toute la longueur, c'est chétif. Regardez, on dirait pas que ça, c'est un pied qui a 10 ans. Hein. C'est pas possible et ça s'est pas développé. Et probablement, c'est à cause de ça. Et on l'a amendé, hein. On leur a donné à manger, donc il n'y a pas de... C'est pas une négligence de notre part. D'ailleurs, elles ont toutes été traitées pareil. Et c'est vraiment étonnant comment vous avez le feuillage monte à fur et à mesure qu'on s'éloigne de la haie.